Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 187. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Mais avant de démarrer le nouvel épisode, j'ai le plaisir de t'inviter à une masterclass jeudi 11 avril à 20h qui portera sur tout ce qu'il faut savoir pour créer des personnages emblématiques et charismatiques. Pour assister à cette masterclass totalement gratuite, c'est facile, rendez-vous à cette adresse licar.fr/masterclass, licar, licares.fr/masterclass. Donc aujourd'hui, l'épisode de podcast va porter sur 3 erreurs récurrentes en matière de dialogue. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais les dialogues sont une technique narrative extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que dans un roman, le lecteur entre par le prisme des personnages, pas par une action, pas par une description, mais bien par les personnages. Et s'il arrive à créer le lien avec ces personnages, alors il va entrer dans l'histoire. Et donc, il ne faut absolument pas et jamais bâcler les dialogues et se dire que c'est quelque chose qui est anecdotique et accessoire, et ce qui est vraiment important, c'est tout l'environnement, à savoir les explications et les descriptions. Pas du tout. En fait, ce qui est vraiment important, c'est le juste milieu et le juste équilibre entre les dialogues et toutes les autres techniques narratives, qui sont évidemment essentiellement la description et l'explication que l'on peut donner. Et le problème, c'est que les dialogues, on a un peu tendance à se dire que c'est facile, parce qu'il suffit d'incarner un personnage et que ce personnage va parler et ce sera assez simple de retranscrire ce qu'il a dans la tête et de faire des dialogues qui vont à peu près se tenir. Et en fait, pas du tout, parce qu'on va voir que les dialogues sont soumis à un certain nombre de règles, et des règles qui sont là pour que les dialogues soient réussis. Et il faut absolument les réussir. Et donc on va aborder ces 3 erreurs qui sont récurrentes et que j'ai l'habitude de voir dans des manuscrits. Et donc ces 3 erreurs, c'est d'une part la vraisemblance et la cohérence qui va poser problème dans les dialogues qui ne sont pas assez caractérisés, et les dialogues qui manquent de mouvement. Alors on va commencer par la première, à savoir le caractère vraisemblable des dialogues. Je vais souvent le dire, mais si dans la vraie vie, personne ne parle comme ça, alors il n'y a aucune raison que ça se passe dans ton roman. Une des qualités premières d'un romancier, c'est d'être un illusionniste. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant le temps d'un roman, l'auteur va faire croire que son histoire est vraie et va ainsi plonger le lecteur dans un monde imaginaire qui serait presque comme notre monde ou carrément inventé selon si on écrit du contemporain ou si on écrit par exemple de l'imaginaire. Le principe de base pour que l'illusion fonctionne, c'est de faire comme si c'était vrai. Et donc il y a une grande loi en matière d'écriture qui s'appelle le principe de vraisemblance, où son corollaire c'est la suspension d'incrédulité. Pendant le temps d'un roman, le lecteur va faire exprès de se laisser abuser. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans le roman doit être fait pour immerger le lecteur dans l'histoire et lui faire croire que si jamais il vivait dans le monde qui est décrit dans le roman, ce serait vrai, que s'il rencontrait les personnages, ceci serait vrai aussi, parce que ça permet évidemment au lecteur de se sentir complètement plongé dans l'histoire et de continuer à imaginer tout un tas de choses en rapport avec ce roman, jusqu'à par exemple faire des fanfics. C'est la base de la fanfiction, que de pouvoir se projeter dans un univers et avec des personnages suffisamment réels le temps de la lecture de l'histoire pour que des personnes, des auteurs aient envie de continuer cette histoire, et donc ils ne peuvent la continuer que si ils ont de la matière et si les personnages sont suffisamment bien campés pour que on puisse parler à leur place et continuer à aller plus loin dans une histoire qui est pourtant déjà terminée.
Donc, pour que cela fonctionne et pour que le roman soit réussi et réussisse aussi à plonger le lecteur dans l'histoire. Pour que ça fonctionne, il faut que tout ce qui compose le récit et la narration soit vraisemblable. Et comme les dialogues font partie intégrante, voire une partie très importante du roman, il n'échappe évidemment pas à ce principe de vraisemblance. Et pour y arriver, garde en tête, c'est ce que j'ai dit juste un peu plus haut, garde en tête que si personne ne parle comme ça dans la vraie vie, c'est sans doute parce que ça fonctionnerait pas. Et là, je vais faire une aparté, c'est surtout pour les auteurs de fantasy. Alors les auteurs de fantasy, ils fonctionnent dans un monde qui est complètement inventé, et puis ils peuvent par exemple plonger le lecteur dans une espèce d'époque passée et qui serait une époque parallèle, qui s'inspirerait de ce qu'on a connu nous dans le passé, mais qui en même temps aurait toute une partie inventée. Et donc l'écueil ici, c'est de se dire bah oui, mais moi dans mon histoire, les personnages sont des nobles, des aristocrates, donc évidemment que par définition, ils ne parlent pas comme quelqu'un aujourd'hui. Alors, c'est vrai, mais c'est faux aussi, parce que si tu caricatures tes dialogues sous prétexte qu'on est dans une histoire un peu passée et que du coup on se trouve avec des personnages qui ne parleraient pas comme des personnages contemporains ou comme les personnes dans la vraie vie mais contemporaines, il n'empêche que si tu caricatures ces dialogues, ça va être vite lourd à lire parce que à force de répéter les phrases avec toujours un même phrasé qui est complètement déconnecté de notre réalité, ça risque de sortir le lecteur de cette même réalité. Donc même lorsque on écrit dans un passé plus ou moins imaginé, il faut quand même garder en tête que tu t'adresses à un public contemporain et à un public qui a l'habitude de lire des dialogues qui sont quand même un petit peu modernes. Donc à ce moment-là, tu peux l'indiquer dans des incises, par exemple, répondit-il dans un langage très précieux, et tu peux le dire 2 fois ou 3 fois dans le roman, et donc le lecteur va intégrer cette information, et quand il va lire les répliques, d'office, son esprit va donc traduire ça avec un langage particulièrement ampoulé et pompeux, etc., etc. Donc, évite que tes dialogues soient complètement déconnectés de la réalité. Alors du coup, un bon moyen de voir si le dialogue est vraisemblable et s'il est suffisamment fluide, c'est de le lire à voix haute. Ça marche extraordinairement bien. Pourquoi? Parce que quand tu vas lire le dialogue à voix haute, la réplique à voix haute, tu vas tout de suite voir si tu as des difficultés pour la lire ou si au contraire c'est très très facile à lire. Très clairement, fais-toi confiance et si tu butes sur le dialogue, c'est peut-être parce que ce dialogue est pas très fluide. C'est peut-être parce qu'il lui manque quelque chose ou au contraire, c'est parce qu'il est trop empoulé, il y a trop de mots, c'est pas assez révélateur d'un caractère de personnage, c'est pas assez percutant, c'est pas assez simple, finalement pour que le lecteur puisse le comprendre dans le ton dans lequel tu as voulu, le servir. Et si toi, tu as du mal à le lire à voix haute, que du coup tu butes, sur certains mots et que du coup ta phrase paraît bancale et surtout paraît peu naturelle, le lecteur qui va le lire, il y a aucune chance pour que lui ne bute pas, sur ce dialogue et se dise pas: «Mais en vrai qui parle comme ça en fait?» C'est dur à lire et c'est ce qu'on appelle toutes les surbrillances dans ton livre. C'est-à-dire les surbrillances, c'est tout ce qui fait que le lecteur va s'arrêter sur un mot, va avoir difficulté pour lire une phrase et va buter sur cette phrase ou sur ce mot. Et donc ça ralentit la fluidité de l'écriture et plus ça ralentit la lecture et plus ça ralentit la progression du lecteur et plus ça le fatigue et plus ça rend la lecture pénible. Or toi, ce que tu veux absolument faire dans ton roman, c'est de faire en sorte que le lecteur oublie ta prose et que ce soit tellement facile à la lecture qu'il est complètement immergé dans l'aventure et qu'il oublie les mots et qu'il ne voit plus que les images. Alors attention, je dis pas que le lecteur va pas grincer des dents si jamais tu écris des choses un peu complexe, alambiqué ou ampoulé ou quelque chose de vraiment à côté de la plaque et que tu aies une plume très pauvre par exemple ou très difficile d'accès. Je dis pas que ça va pas participer au fait que le lecteur va décrocher de la lecture.
Mais ce que je veux dire, c'est que, lorsque le phrasé est suffisamment fluide et ça on l'entend souvent d'ailleurs, hein, dans les reviews, et les avis qu'on peut recevoir, quand le lecteur dit: «Oh, la lecture est très fluide, la plume est facile». Tout ça, ce sont des compliments en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne voit plus que l'action, on ne voit plus que, les dialogues, la façon dont les personnages bougent et cetera et on ne fait plus que ressentir des émotions et finalement, la plume devient anecdotique. Elle s'efface complètement face à la narration et j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le répète du coup, surtout si tu découvres ce podcast et je t'en remercie, mais la plume et la façon d'écrire doivent être au service de la narration et c'est pas la narration, l'intrigue ou l'histoire qui doivent être au service de la plume et c'est important de le comprendre. Alors, je passe à la deuxième erreur qui est récurrente en matière de dialogue, ce sont les dialogues qui ne sont pas assez caractérisés. Eh bien, la première qualité pour un dialogue, c'est de révéler le caractère de celui qui parle, de révéler ses habitudes de langage, ses tics de langage, la façon dont il s'exprime, s'il a des tics par exemple. Parce que pourquoi? Dans la vraie vie, déjà, aucune personne ne parle de la même manière qu'une autre personne. Et en fait, le dialogue, la façon dont on s'exprime est le produit, de toute notre existence, c'est-à-dire de ce qu'on a pu, vivre, de ce qui a pu nous influencer, de l'environnement dans lequel on a évolué. Bref, tout ça finit par produire une individualité et cette individualité s'exprime par le dialogue. Et c'est la raison pour laquelle aucune personne ne parle de la même façon qu'une autre. Et donc quand on parle, ça révèle une partie de notre caractère. Est-ce qu'on parle vite? Est-ce qu'on parle lentement? Est-ce qu'on a l'habitude de bien choisir ses mots ou au contraire, on a l'habitude de sortir tout ce qui nous passe par la tête? Est-ce qu'on a des tics de langage qui sont récurrentes? Alors tout le monde a des tics de langage, hein, donc ça c'est quelque chose d'assez récurrent. Et donc la façon dont on a de parler révèle quelque chose de notre caractère et de notre façon de se comporter. Et ça existe dans la vraie vie. Donc, dans ta narration, les dialogues vont aussi servir à révéler une partie de l'individualité du personnage et une partie de son caractère. Et je donnerai un exemple, mais une petite fille de 8 ans ne parlera jamais de la même façon qu'un vieux baroudeur qui en a vu des vertes et des pas mûres et qui est un peu alcoolique sur les bords. Voilà, je te donne un exemple un peu caricatural, mais c'est pour te faire comprendre qu'on ne peut absolument pas mettre sur le même pied les différents personnages. Et même d'ailleurs, si ce sont des personnages qui interviennent dans un même univers et qui ont des caractères qui sont assez semblables. Donc, quand tu vas choisir la façon dont a ton personnage de parler, quand tu vas choisir les mots, tu vas choisir le rythme de ta réplique, il faut que tu penses que cette réplique, elle est incarnée. Elle ne sort pas de nulle part, en fait, cette réplique. Elle sort forcément de la bouche d'un personnage, et ce personnage, eh bien, il va falloir que tu retranscrives son caractère dans les répliques. Et pour cela, eh bien, il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu te fendes d'une fiche de lecture et une fiche de lecture liée à ton personnage. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais l'état civil, le caractère, les défauts, les qualités de ton personnage et surtout que tu réfléchisses à son background. Parce que c'est son environnement et son background qui vont impacter la façon dont il a de parler. Et ça, c'est très important. Et tu ne vas pas pouvoir échapper à l'établissement de cette fiche qui donne les caractéristiques de ton personnage. Et cette fiche, en fait, c'est pas uniquement de décrire le background et l'état civil et la liste des qualités et des défauts de ton personnage. C'est-à-dire une fiche signalétique en quelque sorte. C'est une façon aussi pour toi de rencontrer ton personnage. Parce que quand tu vas réfléchir à cette fiche, tu vas réfléchir à ton personnage comme si il existait réellement. Et tu vas peu à peu construire la réalité de ce personnage. Et c'est une façon pour toi de rencontrer ce personnage, de te l'approprier. Et le fait de te l'approprier, eh bien, va permettre que tu caractérises ces dialogues. Et en fait, quand je dis ça, vraiment, c'est une faute récurrente et très importante que les manuscrits un peu amateurs ont dans leur façon d'être écrits.
C'est là qu'on voit si l'auteur a correctement travaillé sa fiche de lecture de personnage, peu importe comment tu l'appelles, hein, liée au personnage, la fiche signalétique, enfin bref, peu importe. Et c'est là qu'on voit s'il y a eu un travail d'appropriation de ce personnage ou si au contraire on s'est précipité dans l'écriture et on se retrouve avec des répliques qui sont exactement les mêmes pour tous les personnages. En réalité, au bout d'un moment, si le lecteur est attentif, eh bien tu ne serais plus obligé de dire qui parle. Au bout d'un moment dans le roman, le lecteur serait normalement en capacité de dire ah bah là typiquement c'est ce personnage ou c'est cet autre personnage. Alors bien sûr, hein, je suis pas du tout en train de te dire qu'il faut complètement laisser tomber les incises et de ne jamais dire qui parle, mais en théorie, si tu as correctement fait les choses et si tu as bien caractérisé tes personnages, on devrait deviner lequel d'entre eux est en train de parler. Mais attention, je vais moduler un peu mes propos parce que je voudrais que tu comprennes que tout est affaire de subtilité. Je m'explique. Quand tu as par exemple un personnage qui bégaye, le risque évidemment c'est que tu te dises alors systématiquement dans toutes les répliques il faut que je le fasse bégayer. Et donc on va avoir des mots qui sont hachés et qui sont coupés. Typiquement, ça c'est quelque chose que tu ne dois pas faire tout au long du roman. Parce que ça va devenir très très lourd à la lecture. Et donc ce que tu vas faire, c'est lors des premières répliques, tu vas effectivement hacher les mots et les couper. Et dans ton incise, par exemple, tu vas mettre répondit-il avec un très fort bégaiement. Et ça, le lecteur va l'intégrer. Et au bout d'un moment, même quand tu feras une réplique traditionnelle, c'est-à-dire sans hacher et couper les mots, eh bien le lecteur va l'entendre avec un bégaiement. Si par exemple tu as un personnage qui a, admettons, un très fort accent italien, la tentation ce serait de mettre plusieurs R pour indiquer que le personnage roule des R. Là aussi, si tu le fais dans toutes tes répliques, la répétition va faire que ça va devenir très très dur à lire parce que là aussi, sur Brillance, on en aura ras-le-bol de voir 5-6 R chaque fois que tu vas mettre un mot qui comporte des R. Donc là, tu vas faire exactement pareil. Les premières répliques, tu vas le faire. Donc tu vas mettre plusieurs R, par exemple, s'il roule des R, tout simplement. Et tu vas mettre en incise, dit-il ou répliqua-t-il ou cria-t-il, s'écria-t-il, bref, ce que tu veux comme verbe de narration. Et et tu vas rajouter avec un très fort accent russe. Tu l'indiques une ou deux fois et ça suffira pour que le lecteur s'imagine chacune des répliques du personnage avec un très fort accent italien ou accent russe. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention à la subtilité de tes caractéristiques de personnage et que tu les distilles de façon équilibrée, mais que tu ne les mettes pas à tous les dialogues. Enfin, on va passer à la troisième erreur qui est assez récurrente dans les jeunes manuscrits, si je peux dire. Ce sont les dialogues qui manquent de mouvement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que typiquement, lorsque on a des personnages dans la vraie vie qui sont en train de discuter, très clairement, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont bouger en fait. Il ne peut pas se passer 5-10 minutes de conversation sans qu'une personne, par exemple, gratte sa nuque, remette ses lunettes en place, bouge, se gratte le nez, enfin on imagine tout et n'importe quoi, mais dans la vraie vie, les personnes ne sont pas des Playmobil et ne sont pas complètement immobiles et statiques et tout le monde bouge. Puis il peut se passer des choses, c'est-à-dire on peut avoir des bruits récurrents, etc. Et du coup, on a du mouvement. Et alors, ce n'est pas au lecteur à imaginer ce mouvement. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le lecteur, il attend que tu lui donnes ces informations. Et tu vas lui indiquer avec des petites phrases que tu vas intercaler dans les dialogues ce qui se passe aux alentours des personnages et ce qui se passe aussi entre les personnages. Par exemple, un personnage qui se met à soupirer, un personnage qui se met à se lever, à aller chercher une bouteille d'eau. Et là, j'ai l'habitude de tout le temps citer comme exemple des sitcoms ou des séries qui sont récurrentes et qui décrivent la vie des personnages comme Big Bang Theory, comme Friends, par exemple. Et je sais pas si tu as remarqué, si jamais il t'est déjà arrivé de voir ces épisodes, mais les acteurs sont systématiquement en train d'ouvrir le frigo et de prendre des bouteilles d'eau et de se mettre à boire. Ça, c'est typiquement une façon pour les acteurs de bouger et d'apporter de la vie et du mouvement au dialogue. Parce que sinon, ce serait assez facile qu'il y en ait un qui soit sur un canapé et l'autre qui soit sur l'autre canapé et qu'ils ne bougent pas du tout.
En fait, la gestuelle, le langage non verbal est aussi important que le langage verbal. Et puis, il y a aussi une autre chose très importante, c'est que tu peux révéler le caractère et les pensées même d'un personnage dans sa façon de bouger et de réagir à un dialogue. Et il peut, par exemple, dans une réplique, dire blanc et faire tout le contraire dans sa gestuelle et faire plutôt noir, ce qui fait que ce sera par exemple un personnage dont on va penser qu'il est un peu faux ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui et que la parole n'est pas forcément en adéquation avec ses pensées. Ça peut être quelque chose au niveau de la mise en scène qui est très importante et plutôt intéressante à mettre en place dans un roman. Donc, n'aie pas peur de mettre du mouvement. Par exemple, prends le temps d'expliquer ce qui se passe aux alentours. Est-ce qu'il y a du bruit dans la rue? Si, par exemple, ils sont attablés à une terrasse. Est-ce qu'il y a des gamins qui crient ou qui se mettent à rire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait tinter la sonnette d'une boutique quand il entre? Si jamais ils sont dans la maison, peut-être qu'il y a un chat ou un chien. Bref, il se passe plein de trucs et personne dans la vraie vie n'est complètement figé lorsqu'il parle. Et je vais même aller un peu plus loin là-dessus sur ces dialogues, c'est que le mouvement donne vraiment un plus à ton dialogue. On pourrait croire que quand je t'ai parlé de tout ce qui caractérise un bon dialogue, ou en tout cas ce qui caractérise un mauvais dialogue, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la réplique. Mais en réalité, l'environnement est très important. Et de la même façon, j'en rajoute une couche, quand tu fais des monologues. Du coup, quand on est dans un dialogue, l'écueil, c'est de faire des monologues qui sont trop longs. Parce qu'on se dit, il faut que je case une explication à ce moment-là. On sait que les explications dans la narration, ça peut vite être très gonflant à la lecture, parce que c'est une information qui est descendante, donc ça rend la lecture très passive, et donc de se dire, je vais me servir d'un dialogue pour donner une explication. Mais encore une fois, dans la vraie vie, personne ne fait un monologue, alors sauf si on est dans un amphithéâtre et qu'il s'agit d'un professeur très dogmatique et qui fait un cours de 3 heures, mais dans un dialogue tout à fait classique, on va pas laisser parler une personne pendant 10 minutes sans réagir à ce qu'il dit, ne serait-ce que d'acquiescer par exemple, ou de secouer la tête, ou d'intervenir en disant oui, j'ai bien compris, je vois où tu veux en venir, d'accord, enfin n'importe quoi, mais on va couper ce monologue. Donc, évite de faire des monologues de plusieurs pages d'un personnage et coupe ce monologue par une réaction de l'autre personnage. Et reprends ensuite ton monologue pour que tu puisses donner ton explication, si c'est ce que tu as envie de faire, dans ce dialogue. Voilà ce que je voulais te dire concernant les dialogues et leur technicité, qui est quelque chose que tu dois acquérir relativement rapidement lorsque tu veux écrire un roman. Et je voudrais terminer en te disant qu'il ne faut pas hésiter, si tu veux plus de contenu, à t'abonner à notre newsletter sur licares.fr, licares.fr, parce que tous les vendredis, nous donnons encore plus de contenu gratuit. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et je te retrouve dans un prochain épisode. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licares.fr/formation.